Monsieur De Wilder, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, j'ai la chance de clôturer cette très belle journée avec une table ronde exclusivement féminine qui, dans la continuité de la table ronde précédente qui était plus institutionnelle, va nous permettre d'aborder, j'ai envie de dire, la vraie vie, le quotidien, autour d'un thème très simple mais fondamental, la relation médecin-patient à l'heure du numérique. Alors, pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Yvanie Keillet, qui est à ma gauche, qui est fondatrice et directrice générale, si je ne me trompe pas, d'une association de patients qui s'appelle Rénalou et qui œuvre dans l'ère des pathologies chroniques rénales. Elle vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Catherine Cerizet, qui est à sa gauche, est vice-présidente de Cancer, Contribution, qui est une association qui a pour but de faire émerger, remonter les besoins et les attentes, et puis les opinions aussi, de l'ensemble des personnes qui sont atteintes de cancer ou qui travaillent dans le cancer, donc que ce soit des patients ou des chercheurs. À sa gauche, Giovanna Marsico, qui est avocate et directrice de Cancer Contribution, comme Catherine Cerizet. Et puis, à l'autre bout de la table, Béate Barthès a accepté de nous rejoindre. Elle est présidente d'une association qui s'appelle Vive sans thyroïde, dont vous aurez deviné le but. Voilà. Alors, pour commencer, et puis par vous, Yvanie, la première question qu'on peut se poser finalement quand on est médecin, puisqu'on a un public principalement médical aujourd'hui, c'est qu'apporte, au regard de votre expérience, le numérique dans la relation médecin-patient ? Ou même le numérique dans la façon dont on vit sa pathologie. Alors, merci à tous d'être là, merci de votre invitation. Je vais peut-être dire 2 mots pour commencer sur ce qu'est Rénalou, pour un peu éclairer les raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. Donc, Rénalou, Guillaume Marchand l'a dit, c'est une association de patients dans le domaine des maladies rénales, de la dialyse et de la greffe. Et c'est une association qui a la particularité d'être née sur Internet au début des années 2000, sous la forme d'un blog. En fait, c'était mon blog, donc un témoignage d'une patiente qui petit à petit a attiré beaucoup de patients, de proches de patients et même de professionnels de santé, est devenue une communauté de patients en ligne et puis finalement une association de patients en bonne et due forme en 2008 et qui aujourd'hui s'investit toujours sur Internet évidemment, sur les réseaux sociaux, avec un site qui est toujours très visité, un forum qui est très actif, mais aussi dans la vraie vie, notamment dans le domaine de la démocratie sanitaire pour essayer de faire progresser la qualité de la prise en charge et la qualité de la vie des personnes atteintes de maladies rénales. Alors, qu'est-ce que la e-santé a à voir dans tout ça et comment ça intervient dans le cadre de la relation soigné-soignant ? Je crois qu'il y a 2 grands phénomènes auxquels on assiste à l'heure actuelle qui sont très liés au digital et au numérique. C'est d'une part un changement des patients eux-mêmes qui deviennent beaucoup plus impliqués, beaucoup plus acteurs. Je crois qu'on peut rappeler que les patients ont été parmi les tout premiers à s'emparer d'Internet dès la fin des années 90. Alors que le web commençait à être accessible, les patients ont pu y trouver des informations sur leur pathologie, y avoir accès à des articles médicaux, une information dont ils étaient globalement privés jusque-là ou qui leur était très difficilement accessible. D'un seul coup, elle est devenue largement accessible sur Internet et ils s'en sont emparés. Ils ont créé des communautés, des forums, ils ont utilisé cet outil pour échanger entre eux et ça a commencé à tout changer. Donc les patients aujourd'hui sont beaucoup plus acteurs, plus informés et on assiste progressivement à une forme de rééquilibrage de la relation avec leur médecin qui devient beaucoup plus partagée. Et je crois que le souhait des patients et aussi celui de beaucoup de médecins, c'est de profiter de cette opportunité pour enrichir réellement le cadre de cette relation et arriver à une réelle alliance thérapeutique, à de la décision médicale partagée. Voilà, à une forme de médecine qui est un peu nouvelle, mais qui est probablement très vertueuse. Et l'autre phénomène auquel on assiste, c'est la massification des maladies chroniques, donc qui sont en train d'augmenter de manière très importante. La maladie chronique, ça veut dire qu'on ne va pas guérir, ça veut dire qu'il va falloir vivre des années, des décennies, des vies entières avec une maladie, avec des traitements, avec des phases plus ou moins aiguës, d'hospitalisation, avec des changements de traitement. Et finalement, le numérique va apporter
des outils pour réussir à mieux vivre avec ce parcours dans la maladie chronique, des outils dont on voit bien ce qu'ils sont en train de représenter aujourd'hui, des outils qui vont permettre aux patients d'être aussi plus acteurs, de mieux se prendre en charge, des outils connectés, des outils digitaux. Et je crois que ces deux phénomènes représentent globalement ce que pour les patients représente aujourd'hui le digital, concrètement par rapport à leur relation aux soins et aux professionnels de santé. D'accord. Vous parlez d'outils digitaux, donc on pense aux applications, aux forums. C'est majeur aujourd'hui, l'usage de ces technologies chez les patients ? Les outils digitaux, alors je pense que ça dépend lesquels, ça dépend des pathologies aussi. Globalement, les communautés, les forums, le recours à Internet, l'accès à l'information, c'est quelque chose qui est vraiment en train de s'amplifier de manière très forte. Et le fossé digital est vraiment en train de se remplir et on voit même des patients qui sont âgés, qui aujourd'hui sont sur Internet, vont discuter sur les forums, vont poser des questions. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment en train de se généraliser. Les outils connectés, les dispositifs connectés, je pense que là ça dépend un peu des pathologies. Par exemple, on pense immédiatement au glucomètre connecté dans le diabète. Il y a des choses qui sont en train de devenir totalement indispensables, en tout cas extrêmement utiles pour les patients diabétiques. Dans l'insuffisance rénale, il y a encore aujourd'hui peu de dispositifs de ce type-là. Les outils de mesure sont encore trop incertains pour être utilisés de manière fiable. Donc c'est un peu plus limité, mais on voit bien que c'est work in progress et que c'est quelque chose qui va arriver. Je pense que dans 5 ans, on en reparlera et les choses auront encore beaucoup évolué. D'accord. Giovanna, j'ai une question pour vous. Ivan Nickaï nous parle de décision médicale partagée. On sait que le numérique fait débat chez les professionnels, parfois, voire souvent, on peut comprendre pourquoi. Il fait débat aussi chez les patients, l'intérêt du numérique, l'apport concret finalement, dans la relation médecin-patient. Alors, je vais suivre l'exemple d'Ivani pour dire très brièvement pourquoi je suis là. Effectivement, c'est pareil. C'est-à-dire pourquoi je suis là en tant que directrice de Cancer Contribution, parce que Cancer Contribution, de la même manière que Renalou, est née à la base, l'association est née d'une plateforme collaborative, contributive, qui a eu vocation de réunir les différents acteurs touchés par le cancer, donc les patients évidemment, mais aussi leur environnement étroit, les proches, l'employeur, la société qui entoure les patients et puis tous ceux qui travaillent dans le cancer, donc les médecins, les paramédicaux, les chercheurs, les élus qui ont une place déterminante. Et pour apporter les points de vue de chaque identité et pouvoir trouver des positions de synthèse sur des problématiques qui investissent aujourd'hui, évidemment, la place du cancer dans la société, mais qui vont évidemment augmenter de façon importante avec ce qu'on appelle le virage à domicile. Je reviendrai sur le virage à domicile après. Donc, Guillaume, vous me demandez si Internet ou le digital, le numérique fait débat auprès des patients. Je pense que déjà, on peut distinguer, comme dans la société générale, l'intérêt, l'appétence vis-à-vis du numérique selon la nature, hein, selon la personnalité. Il y a des patients qui sont déjà très digital native, qui sont très habitués à utiliser le numérique dans leur pratique quotidienne, dans leur travail, dans les voyages, dans l'évaluation des services qu'ils reçoivent, et donc qui s'attendent que le monde de la santé, que le système de santé offre les mêmes facilités dans la gestion de leur expérience au quotidien. Et puis, il y a des patients qui sont plus éloignés de ce monde et qui expriment des réticences, de la méfiance. Et sur cette population, je pense que l'alliance avec justement les professionnels de santé est fondamentale, est déterminante, parce qu'il y a encore justement énormément de confiance, de confiance vis-à-vis de la parole du médecin, et il n'y a qu'effectivement le rôle du médecin qui peut rassurer
les patients sur les facilités, sur l'intérêt qu'ils peuvent avoir de s'inscrire dans la dimension du digital, du numérique. Donc le médecin, centre de confiance pour la recommandation du numérique chez les patients. Oui, justement, après on peut l'examiner sur différents registres. On a évoqué les applis. C'est clair qu'actuellement, il y a effectivement un flou assez important. Heureusement qu'il y a des structures qui commencent à travailler dans l'évaluation des applis en santé, mais c'est clair qu'un patient qui se retrouve tout seul à devoir choisir dans les milliers d'applications ou d'outils qui peuvent offrir des services sur son suivi ou sur la réponse à la demande d'information, il est assez dépaysé. Donc l'apport de la parole du médecin pourrait être extrêmement intéressante. Et puis même dans la recherche d'informations sur Internet, tout simplement, moi je suis toujours assez étonnée du fait que on ne puisse pas simplement penser que dans les cabinets médicaux, dans les cabinets des médecins, il ne puisse pas y avoir une liste avec les sites de référence, les sites conseillés, parce qu'on a beau dire que toute l'information est disponible sur Internet, et Vanille l'a évoqué très clairement, Internet a représenté le pouvoir d'accès à l'information, donc ça c'est extraordinaire pour des patients, mais tous les patients n'ont pas le même niveau de capacité de chercher, d'analyser, de critiquer l'information, et donc aller chercher sur les sites des références. Nous on travaille beaucoup, Catherine et moi, dans le domaine de l'oncologie, dans le cancer, l'expérience du cancer. C'est clair qu'un patient qui tombe malade ne va pas nécessairement chercher sur le site de l'Institut national du cancer, où il trouve une information qui est très scientifique, ou en tous les cas qui n'est pas du tout personnalisée, qui n'est pas du tout aiguillée sur ses besoins à lui. Donc, pourquoi pas établir cette duo dans la recherche d'informations aussi. Mais c'est peut-être un trio, et j'ai une question pour Béate Barthès, du coup. Finalement, on parle d'Internet, on parle justement de Google qui vous fournit tout un tas de sites. Le numérique en santé, c'est aussi un marché. On connaît aujourd'hui le trafic et les revenus de Doctissimo, par exemple. On sait que sur Google, vous pouvez trouver des choses très bien, et c'est souvent le cas, mais aussi des choses un petit peu plus problématiques en termes de véracité des contenus. On a parlé du médecin créateur, finalement, de confiance pour le patient. Le numérique, et c'est ma question, allié aux concurrents des associations de patients, qui sont aussi finalement un centre de confiance dans l'information des patients, surtout dans les pathologies chroniques. Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine concurrence. Déjà, pour brièvement présenter Vivre sans thyroïde, nous aussi, on est nés sur Internet en 2000, nous aussi, donc parmi les premières communautés de patients, parce qu'à l'époque, quand moi je suis tombée malade, j'ai eu un cancer de la thyroïde, il n'y avait pas encore des forums grand public, des portails grand public genre Doctissimo ou autre, il n'y avait pas d'informations destinées aux patients, donc on trouvait vraiment rien de facile à comprendre. Et une fois passé par l'opération, les traitements et à peu près guéri, j'ai voulu partager les différentes informations que j'avais trouvées sur Internet et partager mon expérience avec d'autres patients. Et donc j'ai créé un tout petit forum qui est devenu grand et qui est devenu association en 2007. Et c'était vraiment pour aider un peu mes pairs à se retrouver dans la jungle d'Internet, parce que c'est vrai qu'on trouve de tout. On trouve des sites institutionnels, mais ils ne sont pas toujours dans les premiers résultats de chez Google. On trouve des portails grand public, dont certains ont des très bons articles, mais d'autres ne sont vraiment pas sérieux du tout. Ils font juste du remplissage avec des copier-coller et puis beaucoup de pubs, et puis ils sont des machines à clics. Et il y a des communautés de patients, mais qui ne sont pas créées par des patients, mais qui ont des buts commerciaux. Donc, c'est vrai que le patient lambda qui va juste dans Google et qui rentre 2 ou 3 mots qui concernent sa maladie, il va être assez paumé, mais fort heureusement, nous, comme on ne s'occupe que de thyroïde, s'il cherche sur la thyroïde, il va tomber assez vite chez nous, et ensuite, il aura des listes de liens et des articles une fois aux questions et des choses comme ça. Et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait du changement des relations médecin-patient. C'est vrai que ça change totalement de l'ancien système assez paternaliste où le médecin était le seul détenteur du savoir. Maintenant, les patients, ils peuvent s'informer, ils peuvent comparer différents médecins de différentes institutions.
Et ça devient beaucoup plus une relation de partenariat parce que le patient il peut prendre part aux décisions qui le concernent. Il va aussi mieux comprendre, par exemple, pourquoi c'est important de bien prendre son traitement. Donc, ça sera une meilleure adhérence. Et ce qui est très important aussi, le médecin, il n'a pas toujours le temps parce que la consultation moyenne, elle dure, je crois, 17 minutes et encore, c'est souvent beaucoup moins. Et il n'a pas le temps d'aller passer ses soirées sur Internet. Donc, un patient, par exemple, qui a une maladie chronique, surtout si c'est une maladie rare, lui, il n'a que cette maladie-là et il va être vraiment motivé. Il va aller chercher des informations sur Internet, il va contacter des patients dans d'autres pays, peut-être. Il va pouvoir vraiment collecter, faire tout un dossier sur la maladie et ça pourrait être précieux pour son médecin. Donc, petit à petit, ça devient vraiment des partenariats et je pense que c'est bien pour les deux côtés. Et nous, en tant qu'association, on se veut vraiment des médiateurs. On n'est pas là pour dire que le médecin a tort ou pour donner des conseils médicaux. C'est vraiment pour mieux faire comprendre le diagnostic, le traitement. Et parce qu'un patient informé, c'est un meilleur patient. Et ça facilite les consultations avec le médecin parce que toutes les petites questions bêtes qu'on n'ose pas forcément poser, on les a déjà posées à d'autres patients, on a déjà profité de leur expérience. Et donc, justement, vous arrivez à coopter, si j'ose, des professionnels de santé dans l'association pour vous aider à co-construire des contenus, pour répondre aussi avec vous? Oui, on a un conseil scientifique qui n'intervient pas directement sur le forum, où c'est vraiment les patients entre eux, mais qui nous écrivent des articles. On assiste à des conférences, on fait des résumés, après ils vont jeter un coup d'œil pour voir si on a vraiment tout bien saisi, si les résumés... Mais c'est facile pour vous d'avoir des professionnels de santé qui Au travaillent début, dans c'était très difficile. En 2000, vraiment, les médecins, s'ils apprenaient dans un congrès qu'il y avait des patients, ils faisaient un saut en arrière. Ils D'accord. pas Mais très concrètement, aujourd'hui... Oui, maintenant, comme c'est un peu plus à la mode de coopérer avec les patients, ça devient plus facile. Hein. Mais vraiment, il y a eu beaucoup de changements en 15 ans, hein, énormément. Hein. D'accord. Du coup, j'ai une question pour Catherine Cerizet. Du coup, on voit finalement que vous êtes plutôt optimiste quant à l'usage du numérique dans la relation médecin-patient, les associations aussi. Quels sont les freins à l'usage massif? Finalement, pourquoi ça ne marche pas, d'après vous? Pourquoi ça ne marche pas toujours, plutôt? Alors, bonjour à tous, merci de cette invitation. Je suis ravie d'être là avec mes consoeurs e-patientes et Monsieur Marchand. D'abord, je me présente, donc je m'appelle Catherine Cerizet, je suis vice-présidente de Cancer Contribution, dont Giovanna vous a déjà parlé. Moi aussi, mon blog est né sur Internet. Alors moi, je ne suis pas née sur Internet parce que je suis plus âgée, mais malheureusement. Mais je suis beaucoup plus jeune que mes consoeurs parce que mon blog est né en 2009. Ça ne se voit pas. Mon blog est né en 2009, après un cancer du sein qui a été détecté en 2000. Et j'ai rechuté, les traitements ont été extrêmement longs. Et en 2009, je me suis dit, tiens, je vais ouvrir un blog d'information à destination des patientes parce que moi, mon premier réflexe a été d'aller sur Internet. J'y ai trouvé beaucoup de choses. Alors en 2000, c'était pas l'Internet d'aujourd'hui. Il y avait peu de forums, il y avait peu de choses disponibles, en tout cas en oncologie. Et en 2005 est arrivé le web 2.0, le fait que les blogs, les médias sociaux, les réseaux sociaux arrivent. Et donc, effectivement, la possibilité à l'internaute d'être créateur d'informations, lui aussi. Et donc, ce blog permet d'informer les femmes atteintes d'un cancer du sein. Voilà. Vous l'alimentez toujours? Oui, je l'alimente toujours. À ce jour, il a 1 350 000 vues depuis sa création, ce qui est pas mal pour un blog. Alors, on n'est pas devenu forum, je ne suis pas devenue forum, ni association, même si je fais partie, comme vice-présidente de l'association de Cancer Contribution. C'est par choix, parce que j'ai gardé mon bébé à moi et je l'ai pas développé plus que ça. Par rapport à votre question, freins et je parlerai aussi des dérives, parce que je pense qu'il n'y a pas seulement les freins. L'important, c'est pas de se dire comment faire avec le numérique, ou plutôt est-ce qu'il faut du numérique en santé. La question, c'est comment on fait bien avec le numérique. Il n'y a plus de question numérique ou pas. Il est évident que le numérique fait partie de l'e-santé. Il y a un nom pour ça, donc l'e-santé existe.
Donc comment l'inclure dans vos pratiques, dans nos pratiques? Je pense que la première chose, le premier frein, et Giovanna en a déjà parlé, c'est probablement la réticence de certains médecins qui ne sont pas prescripteurs, qui pourraient l'être, notamment d'objets connectés ou de sites, comme le disait Giovanna, parce que effectivement, le médecin est la première personne en santé en qui on a confiance, et cette confiance peut permettre d'orienter les patients vers des sites, même si je pense que les médecins ne les orienteront pas vers des sites comme nos sites, ce qui est dommageable, parce que ce sont des sites de patients et que justement, ce qu'on entend toujours, c'est le fameux « on trouve tout et n'importe quoi sur Internet ». Ce qui nous hérisse le poil, là vous ne le voyez pas, mais mes consoeurs sont très énervées quand on dit ça. Alors, d'abord, Internet est plus ce qu'il était il y a quelques années. Oui, on trouve tout et n'importe quoi, mais on trouve tout et n'importe quoi, page 25 de Google. Il y a une intelligence collective, et puis surtout, on apprend à chercher sur Internet. Il y a ce qu'on appelle la littératie numérique. Il faut permettre aux gens de savoir chercher sur Internet, et en santé particulièrement, même dans tous les domaines, il y a 4 ou 5 choses à savoir, et ça pourrait être le rôle du médecin. Ensuite, on nous oppose toujours la fracture numérique, cette fameuse fracture numérique, donc le numérique... Il faut peut-être définir ce qu'est. Alors, la fracture numérique, c'est effectivement les gens qui n'ont pas accès pour diverses raisons à Internet. Donc, ça peut être une fracture générationnelle, mais on voit, et Ivani en a parlé tout à l'heure, des gens, les maladies chroniques touchent quand même des personnes plutôt âgées, même si nous sommes très jeunes à cette table. Et on voit les gens plus âgés venir sur Internet. Internet n'est pas l'apanage des jeunes. Une fracture géographique, évidemment, il y a encore des zones blanches, mais notre Premier ministre nous a promis que fin 2016, il n'y en aurait plus. Il y a peut-être une fracture même sur l'acquisition des smartphones. Alors, si on parle d'objets ou d'applications. Absolument. Alors, il y a une fracture sociale, évidemment, que tout le monde connaît. Alors, j'ai quelques chiffres. Je suis allée voir les résultats d'une étude du CREDOC en 2013. Donc, en 2009, il y avait 29% de foyers non connectés, 65% en 2005, donc 65% en 2005, 29% en 2009 et plus que 19% en 2013. Et en smartphone, en 2011, il y avait 11% de détenteurs de smartphones, donc de téléphones intelligents qui permettent d'aller sur Internet. On ne dit pas combien les utilisent en tant que smartphone, on peut les utiliser aussi en tant que téléphone, mais on suppose qu'ils apprennent à les utiliser. Et en 2013, il y a 40% détenteurs de smartphones, ce qui fait que lorsqu'on cumule toutes les façons de se connecter, c'est-à-dire tablette, smartphone et ordinateur, il y a plus de 82% des foyers français qui ont accès à Internet, ce qui est absolument énorme. Donc il n'y a pas de réelle fracture, il y en a une, mais... pas aussi grosse qu'on l'entend généralement dans les médias. Voilà, exactement. Mais, du coup, j'ai envie de vous poser la question suivante. C'est, s'il n'y a pas de fracture numérique, qu'est-ce qui manque au développement, très concrètement, aujourd'hui? Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la manœuvre pour développer le numérique dans la relation médecin-patient? Alors, dans le développement du numérique, je pense que l'important, c'est la co-construction. C'est-à-dire qu'on voit énormément de choses qui sont faites pour les patients, mais sans les patients. Il est difficile on nous demande, alors évidemment, maintenant, on ne fait plus une conférence sans patient. Il y a des... Et oui, il y a des hackathons où on demande aux patients quels sont leurs besoins, et puis on a des ingénieurs qui vont peut-être travailler. Définir aussi ce qu'est un hackathon. Alors, un hackathon. Voilà, s'il vous plaît. Ah oui, un hackathon, quelqu'un d'autre, si vous voulez vous lancer. Très concrètement, on met pendant 48 heures dans un endroit, on enferme, alors je ne vous explique pas le dimanche soir, pendant un week-end, on met des développeurs, des gens qui codent, des ingénieurs, des médecins et des patients, et on leur demande, donc un hackathon de santé,
et on leur demande ils ont 48 heures pour créer, par exemple, une application. On leur fait un brief, on leur dit, voilà, c'est pour le diabète, par exemple. Donc, on écoute les patients diabétiques qui parlent de leurs besoins, on écoute les médecins diabétologues qui expliquent quels sont les besoins de leurs patients. Et puis après, tout ce petit monde d'ingénieurs, codeurs et développeurs essaye d'inventer des solutions et les propose le dimanche soir. Donc voilà. Alors oui, effectivement, on fait venir les patients et on leur demande de quoi ils ont besoin. Mais quand on parle co-construction, c'est pas du tout ça ce qu'on veut dire, et probablement que mes amies patientes pourront développer. C'est vraiment le faire avec les patients, c'est-à-dire que les patients soient partie prenante dès le départ et expriment pas seulement leurs besoins, mais comme dans les comme dans plein de choses maintenant, d'autres que la santé, mais je pense que la santé est très en retard. On peut co-construire parce qu'on connaît non seulement nos besoins, mais on est doté d'un cerveau qui permet d'inventer aussi des choses et de participer à l'élaboration de choses pour nous. Et puis la dernière chose que je voudrais dire, et après je ne parlerai plus, quand vous parliez des freins tout à l'heure, vous m'avez coupé la parole, mais je voulais parler des dérives. Et il y a effectivement des dérives sur Internet auxquelles il faut faire extrêmement attention. Et je pense notamment à des sites qui fleurissent sur Internet, qui sont des sites qui se présentent comme collaboratifs, qui proposent aux patients des forums sur lesquels ils vont parler et échanger entre eux. Et ces sites, sans le dire de façon explicite, vendent les données auprès de laboratoires pharmaceutiques ou autres industriels. Et ça, je pense que c'est une dérive auquel il faut faire extrêmement attention et auquel nous sommes extrêmement vigilants. Mais justement, alors, Yvonne, j'ai une question bien à l'esprit. On parle de hackathon. Pour en avoir fait certains, on voit souvent des besoins patients, mais en tant que consommateur très concret émerger. À l'heure où on peut réserver finalement un rendez-vous chez le médecin ou chez le dentiste, comme on réserve un hôtel, à l'heure de l'évaluation des services hospitaliers, on l'a vu avec un site et une application qui s'appelle Hospitalidé. J'ai envie de mettre les pieds dans le plat et de vous demander si finalement le patient n'est pas devenu un consommateur presque comme les autres, et quelle place il peut jouer dans ce système. Alors, moi je crois profondément que le patient n'est pas un consommateur, d'abord parce qu'il n'a pas choisi d'être malade, et qu'il fait comme il peut pour se débrouiller avec sa maladie et les contraintes qu'elle lui impose. Donc voilà, moi l'errance médicale, les soupçons sur les patients qui abuseraient du système, qui multiplieraient les consultations, je pense que ça existe, mais que ça reste vraiment très marginal et que globalement les patients sont plutôt très responsables et encore une fois n'ont pas choisi d'être malades. En revanche, on voit bien qu'il y a toute une série de difficultés auxquelles ils se heurtent dans leur parcours, en particulier les importantes disparités géographiques en termes de prise en charge. Très concrètement, dans beaucoup de pathologies, ça a été mis en avant de manière très importante dans le cancer. Mais on a aussi montré que ça existait de manière très forte dans les maladies rénales. Selon le lieu où vous serez pris en charge, vous n'aurez pas tout à fait la même orientation, vous n'aurez pas tout à fait les mêmes chances d'accéder à tel ou tel traitement qui est le plus indiqué. Et globalement, votre parcours sera potentiellement assez différent, avec au passage des pertes de chance, des retards de prise en charge. Des grosses différences ? Des grosses différences, des différences très importantes. Moi, je peux parler des chiffres, par exemple, de l'accès à la greffe de rein, dont on sait que c'est aujourd'hui le meilleur traitement pour les patients dont les reins ne fonctionnent plus. Je vais parler juste de l'accès à la liste d'attente de greffe chez les patients dialysés de moins de 60 ans, donc les plus jeunes. L'accès varie du simple au triple selon la région française. Donc c'est vraiment des disparités qui sont considérables. Et je pense qu'il y a aussi d'importantes disparités en matière de qualité des soins. Et ça, on le voit bien. Et beaucoup d'entre nous, quand on est malade, parce qu'on a un réseau, parce qu'on a des contacts, le premier réflexe qu'on a, c'est d'appeler quelqu'un d'informé, un médecin ou quelqu'un qui est bien placé pour savoir à qui il faut s'adresser
Et ça passe par là. Aujourd'hui, ça marche comme ça. Et les disparités sociales, elles sont une réalité. C'est aussi quelque chose qui est trop souvent méconnu, mais on a également montré dans les maladies rénales que, très concrètement, toutes choses étant égales par ailleurs, les gens qui sont greffés sont sensiblement plus diplômés que ceux qui restent en dialyse. Et ça, c'est aussi quelque chose de très marqué. Donc par rapport à tous ces constats, qui existent encore une fois pas seulement dans les maladies rénales, mais je dirais quasiment dans toutes les pathologies, je pense qu'il y a une réelle nécessité de transparence sur la qualité des soins, sur la manière dont les soins sont coordonnés. Et je pense aussi qu'il y a une réelle nécessité que les patients aient accès à cette évaluation, qu'on fasse de la pédagogie pour qu'ils apprennent à s'en servir, à savoir où il faut aller sans avoir à passer un coup de fil, sans avoir à forcément avoir des contacts ou un réseau adapté, parce qu'il n'y a pas de raison que cette information, elle soit, comme c'est le cas aujourd'hui, réservée à ceux qui sont les plus favorisés, mais elle doit pouvoir être accessible à tous. Et je crois profondément aussi que les patients doivent pouvoir contribuer à cette évaluation. C'est ce qu'on appelle l'expérience patient. Et donc, moi, je suis très favorable à ce que les patients puissent se prononcer sur la manière dont ils ont été accueillis, dont ils ont été informés, dont ils ont vécu leur hospitalisation, dont ils ont vécu leurs soins. C'est ce que fait l'Angleterre avec le NHS, qui va assez loin dans ce domaine. En France, on est encore assez timide et réservé sur ces questions. Il y a effectivement des sites qui démarrent, etc., pour aller dans cette direction. Mais je pense que c'est vraiment une dynamique qu'il faut promouvoir et que c'est le sens de l'avenir. C'est quelque chose qui me semble indispensable et très souhaitable. D'accord. Merci. Giovanna. Oui, je voulais effectivement compléter le propos d'Ivani en disant qu'il y a une question majeure dans l'écoute du patient en tant que partenaire dans la construction d'un projet ou en tant qu'évaluateur d'un projet, c'est que la promesse d'entendre ce qu'il a dit soit tenue. D'ailleurs, c'était le cas au départ, quand Ivani cite Patient's Opinion, le site a eu un départ un peu au ralenti, disons, parce que les patients se sont pris au jeu. Je ne pense pas que tout le monde ne sache ce qu'est Patient Like Me dans la salle. Non, Patient Opinion est un site qui a été édité par l'NHS, donc c'est un site public anglais qui qui demande aux patients, aux usagers de la santé d'évaluer, donc d'identifier les bienfaits ou les freins ou les obstacles qu'ils ont rencontrés lors de leur parcours. Et au départ, effectivement, le problème était que derrière cette expression des patients, l'État n'avait pas les moyens pour répondre. Et donc, ça a commencé de façon un peu déséquilibrée. Et puis, tout de suite, très rapidement, le système de santé anglais a fait si que c'est impliqué, a tenu parole. Et effectivement, aujourd'hui, l'évaluation qui est faite via Patient Opinion, elle est vraiment une donnée réelle d'amélioration du système de santé. Aujourd'hui, souvent, que ce soit dans les hackathons ou dans d'autres types de partenariats avec les patients, en tous les cas, c'est mon expérience. Toutes les quatre, on est souvent impliqués dans des ateliers, travail. Et puis, dès qu'on commence à dire, par exemple, une appli pour un hôpital, bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les représentants des patients? Qu'est-ce que vous pensez que les patients puissent demander d'une appli dédiée à l'hôpital? La première chose, c'est le rendez-vous. Ou, par exemple, à l'hôpital du jour, l'horaire de la chimio. Quand est-ce que la chimio sera faite, plutôt qu'attendre 4 heures dans la salle d'attente? Ou est-ce que le parking a des places disponibles? Parce que quand on va faire une radiothérapie, on reste à l'hôpital un quart d'heure, mais si on doit tourner autour de l'hôpital pendant 1h30 pour trouver le parking, c'est gênant. Donc tout ça, c'est tout bête, mais c'est des questions concrètes, très pratiques. Et là, on entend dire « oui, mais ça, on ne peut pas garantir. Ah, mais ça, on ne peut pas faire. » Parlons d'autre chose. Ou encore pire, c'est, par exemple, c'est l'accès aux soins de support, les informations sur les soins de support. Alors, je parle évidemment de l'expérience du cancer, mais dans l'expérience du cancer, la toxicité des traitements fait si que les soins de support soient vraiment un besoin réel pour les patients et, comme évoquait Ivani,
les inégalités socioculturelles sont très importantes dans l'accès aux soins de support. Il y a des patients qui savent qu'ils existent et d'autres pas. Et tout ça est lié beaucoup au milieu socioculturel. Et donc, donner dans une appli la possibilité de connaître les soins de support existants à l'hôpital, ou encore plus en ville, parce qu'il y a ce virage au domicile qui se fait notamment via les chimiothérapies orales ou la chirurgie ambulatoire, c'est une donnée fondamentale. C'est une donnée qui permet une amélioration réelle de l'accès aux soins. Et là aussi, oui, mais nous, après, on ne peut pas garantir les soins de support à tout le monde. Donc, qui dit oui, mais c'est l'administration plutôt ou les médecins? Non, c'est la direction de l'hôpital. D'accord. Donc voilà, il y a derrière, il y a aussi un autre terrain dans lequel les médecins peuvent être vraiment des alliés incontournables dans la demande que les patients peuvent exprimer de leurs besoins. Catherine Cerisay, j'avais une question pour vous. Pour reprendre, on a vu ce petit scandale sur Internet il y a quelques semaines concernant ce site où un médecin expliquait qu'il ne souhaitait pas que son hôpital soit évalué puisqu'il avait peur de recevoir une mauvaise note parce qu'évidemment, comme dans tous les hôpitaux, la nourriture n'est pas excellente et qu'en plus, il y avait encore de la moquette assez moche dans les murs de certains couloirs et qu'il avait peur que les patients se disent du coup, c'est un mauvais hôpital alors que je suis convaincu d'offrir des soins de qualité. Comment vous pourriez les convaincre de justement cette expérience patient dont parlait Ivani comment leur expliquer qu'elle peut être finalement très positive et comment mettre tout le monde autour de la table? Parce que finalement, c'est un peu le choc des titans. Oui, en fait, il y a eu une levée de bouclier de certains professionnels de santé qui sont persuadés que les patients vont se limiter à critiquer le papier peint et les purées carottes qu'on nous sert à l'hôpital. C'est bien mal connaître les patients qui sont tout à fait aptes à juger effectivement le papier peint, mais je pense que c'est pas parce qu'un papier peint et de couleur passée et décrépit qu'un autre patient n'ira pas dans cet hôpital. Je pense qu'on est tout à fait capable d'évaluer le parcours, justement ce que disait Giovanna, le parking, mais aussi l'attente, mais aussi l'accès à l'information. Est-ce que j'ai pu avoir mon dossier médical? Dans quel délai? Quand je l'ai demandé? Et des choses comme ça qui sont extrêmement importantes. J'ai une anecdote à propos de la co-construction. J'ai participé à un hackathon avec des médecins sur la douleur. Et donc le brief, c'était il faut une application patient pour la douleur. Et donc on était tous dans une pièce et les médecins ont commencé à dire voilà, moi je voudrais que le patient puisse renseigner s'il a une douleur constante, s'il a des pics douloureux, paroxystiques, et puis je voudrais qu'il y ait des courbes, et puis qu'il me montre les courbes, etc., etc. Et donc moi j'ai laissé parler les gens, et puis au bout d'un moment je leur ai dit mais c'est une application médecin là que vous faites. C'est pas une application pour les patients, c'est une application pour que le médecin puisse récolter les données que pourrait lui donner le patient. Mais le patient, quand il a mal, et c'est à ce moment-là qu'il faut l'aider. Et donc on parle toujours du patient au centre, et en fait l'idée c'est de mettre le patient autour de la table. Et là j'étais pour une fois autour de la table, et effectivement ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire qui pourraient aider le patient et le médecin dans la relation patient-médecin, mais pas que le médecin. Donc voilà, c'était une anecdote parmi beaucoup d'autres.